Imagine un instant 11 millions de barils par jour qui s'évaporent. 11 millions. Pour te donner une idée, c'est davantage que ce que produisent l'Iran, l'Irak et le Koweït réunis. C'est supérieur aux deux chocs pétroliers mythiques, celui de 1973 et celui de 1979, additionnés l'un à l'autre. Voilà ce qui s'est volatilisé de la planète en 30 jours. Et cette donnée, ce n'est pas une rumeur de bistrot, elle sort directement de la bouche du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, devant les journalistes réunis en Australie. Écoute bien sa formule, je la cite mot pour mot. « Aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise. » Fin de citation. Aucun pays. Toi, moi, Paris, Rome, Madrid, absolument tout le monde est touché. Sauf un. Un seul État au milieu de ce chaos énergétique planétaire tire son épingle du jeu. Un seul voit ses carnets de commandes exploser, ses caisses se remplir et les chefs de gouvernement européens faire la queue devant son palais présidentiel. Ce pays, c'est l'Algérie. Et crois-moi, ce n'est ni un coup du sort ni de la chance pure, c'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, d'années de préparation d'une vision à long terme. Aujourd'hui, je vais te dérouler cette histoire dans le détail avec les chiffres véritables, les dates exactes et les humiliations bien réelles que la France encaisse pendant que Rome et Madrid font le pèlerinage d'Alger. Mais avant qu'on plonge dans le vif, fais-moi un petit plaisir. Dans les commentaires, indique-moi d'où tu nous suis. Alger, Paris, Bruxelles, Montréal, Rome, Madrid, Berlin, Londres, New York, Sydney, Dubaï, peu importe, écris ton pays, écris ta ville. Pourquoi? Imagine un instant 11 millions de barils par jour qui s'évaporent. 11 millions. Pour te donner une idée, c'est davantage que ce que produisent l'Iran, l'Irak et le Koweït réunis. C'est supérieur aux deux chocs pétroliers mythiques, celui de 1973 et celui de 1979, additionnés l'un à l'autre. Voilà ce qui s'est volatilisé de la planète en 30 jours. Et cette donnée, ce n'est pas une rumeur de bistrot, elle sort directement de la bouche du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, devant les journalistes réunis en Australie. Écoute bien sa formule, je la cite mot pour mot. « Aucun pays ne sera immunisé contre les effets de cette crise. » Fin de citation. Aucun pays. Toi, moi, Paris, Rome, Madrid, absolument tout le monde est touché. Sauf un. Un seul État au milieu de ce chaos énergétique planétaire tire son épingle du jeu. Un seul voit ses carnets de commandes exploser, ses caisses se remplir et les chefs de gouvernement européens faire la queue devant son palais présidentiel. Ce pays, c'est l'Algérie. Et crois-moi, ce n'est ni un coup du sort ni de la chance pure, c'est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, d'années de préparation d'une vision à long terme. Aujourd'hui, je vais te dérouler cette histoire dans le détail avec les chiffres véritables, les dates exactes et les humiliations bien réelles que la France encaisse pendant que Rome et Madrid font le pèlerinage d'Alger. Mais avant qu'on plonge dans le vif, fais-moi un petit plaisir. Dans les commentaires, indique-moi d'où tu nous suis. Alger, Paris, Bruxelles, Montréal, Rome, Madrid, Berlin, Londres, New York, Sydney, Dubaï, peu importe, écris ton pays, écris ta ville. Pourquoi? Parce que cette crise de l'énergie, elle frappe à ta porte, quelle que soit la latitude où tu te trouves. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton pour t'abonner, c'est maintenant qu'il faut le faire. Active la petite cloche aussi, car ce que tu vas découvrir dans les 20 minutes qui viennent va transformer ton regard sur l'avenir économique de l'Algérie. Pour saisir la situation actuelle, il faut rembobiner jusqu'au 28 février 2026. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, une pluie de missiles américains et israéliens s'est abattue sur le territoire iranien. Nom de code de l'opération Epic Fury. En l'espace de quelques heures, le guide suprême Ali Khamenei était éliminé dans une frappe chirurgicale. Téhéran n'a pas tergiversé. La riposte a été foudroyante, pilonnage des bases américaines dans le Golfe, frappe sur les Émirats, sur l'Arabie Saoudite, sur le Bahreïn. Et geste ultime que les analystes redoutaient depuis des générations, l'Iran a verrouillé le détroit d'Ormuz. Là, il faut que tu mesures le poids de cette décision. Le détroit d'Ormuz, c'est un passage étroit de 39 km seulement coincé entre l'Iran et la péninsule arabique. Par ce couloir maritime circulent en temps normal 20% de tous les hydrocarbures consommés sur Terre. 20%, un cinquième de l'énergie planétaire. Quand l'Iran ferme cette porte, on ne parle plus d'une menace, on assiste à une catastrophe mondiale en direct. Les premiers chiffres d'un cabinet d'analyse sont tombés dès les premières semaines. Le trafic maritime dans le détroit avait plongé de 95%. 95% d'effondrement, autant dire une fermeture quasi hermétique.
Seuls quelques bâtiments isolés sont parvenus à se faufiler. Le 8 avril, après une trêve de moins de 48 heures, Téhéran a refermé le passage de manière définitive. Résultat immédiat, 800 navires sont aujourd'hui à l'arrêt, les places financières mondiales vacillent. Et pendant que le verrou restait en place, une seconde offensive se déployait en parallèle. L'Iran pilonnait les infrastructures pétrolières du Golfe, pas une ou deux, non, 40. C'est le décompte officiel fourni par l'Agence internationale de l'énergie. 40 sites énergétiques lourdement ou très lourdement endommagés répartis dans 9 pays. La raffinerie de Ras Tanoura en Arabie Saoudite, le complexe de Ras Laffan au Qatar, qui n'est autre que le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, les terminaux de Jebel Ali aux Émirats, les installations du Bahreïn, celles du Koweït, tout y est passé. Et les experts sont formels, certaines de ces installations, notamment Ras Laffan, resteront hors service pendant plusieurs années. Plusieurs années, tu réalises, le Qatar numéro 1 mondial du GNL est partiellement rayé de la carte pour longtemps. L'Iran, deuxième producteur gazier du globe, croule sous un embargo total. L'Arabie saoudite s'est repliée en posture défensive et l'Europe, qui avait déjà tiré un trait sur le gaz russe en 2022 après l'invasion de l'Ukraine, se retrouve désormais privée aussi du gaz du Golfe. Faisons le compte, 4 des 5 grands robinets mondiaux d'hydrocarbures sont coupés ou gravement perturbés. La Russie, l'Iran, le Qatar, partiellement et tout le Golfe sous menace. Il reste qui? Allez, devine. Qui demeure une alternative sérieuse, disponible immédiatement, pleinement opérationnelle et située à 14 km seulement des côtes espagnoles par le détroit de Gibraltar, l'Algérie. Passons aux chiffres précis maintenant. En 2025, la compagnie nationale Sonatrach a expédié à l'export environ plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes de gaz et elle a validé un plan de développement couvrant la période 2026 à 2030 avec une enveloppe d'investissement dans l'exploration et la production qui atteint 48 milliards de dollars. 48 milliards sur 5 ans. L'ambition affichée est limpide, porter la production annuelle de gaz à 200 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. C'est un bond massif et ce bond n'est plus une simple option commerciale. Il est devenu une exigence géopolitique pour l'Europe. Regarde ce qui se joue concrètement sur le terrain. Le 25 mars 2026, la première ministre italienne Giorgia Meloni pose le pied à Alger. Elle se déplace en personne, elle s'entretient avec Tebboune. Et que déclare-t-elle? Je reprends ses propres mots. Nous avons décidé de renforcer notre coopération déjà très solide à travers nos champions nationaux. Autrement dit, l'italien Eni et l'algérien Sonatrach. D'où vient cette précipitation soudaine? De ceci, l'Italie tire 40% de son électricité du gaz et depuis 2022, l'Algérie s'est hissée au rang de premier fournisseur gazier de Rome devant la Russie, devant la Norvège, devant le Qatar. L'Italie est suspendue à Alger et maintenant que les installations qatariennes sont à terre, Rome a besoin de davantage de gaz algérien. Beaucoup plus. 3 jours plus tard, le 28 mars, c'est au tour du ministre espagnol des Affaires étrangères d'atterrir à Alger. Il paraphe un accord énergétique. Madrid consolide ses liens avec la capitale algérienne. Pourquoi l'Espagne se précipite-t-elle? Tout simplement parce qu'elle est raccordée à l'Algérie via le gazoduc Medgaz, cette artère sous-marine qui traverse la Méditerranée et irrigue directement la péninsule ibérique. C'est un cordon ombilical vital. Et Madrid sait parfaitement que si ce cordon venait à se rompre, c'est l'ensemble de son réseau électrique qui basculerait dans le noir. Et la France dans ce ballet diplomatique? Tu te poses sans doute la question pourquoi Paris n'envoie-t-il pas son Premier ministre à Alger comme Rome l'a fait? Pourquoi Macron ne prend-il pas l'avion? La réponse est implacable. Il ne peut pas. Il a incendié tous les ponts depuis juillet 2024, le jour où il a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, a plié bagage en avril 2025. Un an plus tard, en mars 2026, il n'est toujours pas revenu à son poste. Plus de 12 mois sans ambassadeur. Et pendant ce temps, la France regarde les bras ballants l'Italie et l'Espagne rafler les contrats qu'elle aurait pu décrocher elle-même, si seulement elle n'avait pas multiplié les insultes envers l'Algérie pendant 2 longues années. Maintenant, je veux que tu te mettes à la place de quelqu'un, fais l'effort. Imagine-toi dirigeant d'un pays européen en 2026. Tu te lèves, tu ouvres le journal, tu apprends qu'Ormuz est verrouillé, que le Qatar est en cendres, que la Russie est sous sanctions et que les États-Unis te menacent de couper le robinet du GNL américain si tu oses négocier les tarifs douaniers. Alors dis-moi à qui passe
Qui passe-tu une coup de fil qui peut t'expédier du gaz par pipeline direct sans traverser le moindre théâtre de guerre, qui n'est ni sous sanction occidentale ni sous sanction russe, qui augmente sa production au lieu de la réduire, qui se trouve à 14 km seulement de tes côtes par Gibraltar. Une seule réponse s'impose à Alger. Voilà pourquoi en moins de 4 ans, l'Algérie s'est muée en acteur énergétique pivot du continent européen. Pas par un tour de passe-passe du destin, mais grâce à des choix stratégiques posés il y a des décennies. Et ces choix, je vais te les disséquer un par un. Si cette analyse te semble utile, appuie maintenant sur le pouce bleu juste en bas de l'écran. Ce geste fait grossir cette chaîne. Et quand cette chaîne grossit, c'est la voix algérienne qui porte plus loin. C'est ton histoire qui rayonne davantage. Alors clique tout de suite. Premier choix stratégique, un investissement ininterrompu dans le gaz. Dès 1968, l'Algérie a été pionnière mondiale de l'exportation de gaz naturel liquéfié. La toute première nation à le faire, avant le Qatar, avant la Russie, avant quiconque. Le terminal d'Ardieu a expédié sa cargaison inaugurale dès 1964. Fait le calcul, l'Algérie possède 60 ans d'avance technique sur la majorité de ses concurrents. Une telle avance, tu ne la rattrapais pas en 6 mois de formation accélérée. Deuxième choix stratégique, le refus catégorique de la dépendance à un client unique. Pendant que d'autres pays du Golfe misaient toutes sur le marché asiatique ou sur le marché américain, l'Algérie a dispersé ses paris. Elle livre à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Ankara, à Paris, à Londres. Cette diversification fait qu'aucun partenaire ne peut exercer de chantage sur Alger. Si Rome se raidit, l'Algérie pivote vers Madrid. Si Madrid crée des tensions, l'Algérie bascule vers Ankara. C'est de la stratégie commerciale de haut vol. Troisième choix stratégique, le rejet d'un alignement mécanique sur l'OPEP+. Oui, l'Algérie est membre de l'OPEP, mais elle conserve jalousement sa marge de manœuvre. Elle ne laisse ni Riyad ni Moscou dicter sa politique de production. Le marché bouge, l'Algérie s'ajuste. L'Europe réclame, l'Algérie livre sans demander la moindre autorisation à qui que ce soit. Quatrième choix stratégique, et c'est peut-être le plus décisif, la sécurité intégrale des installations. Pendant que les raffineries saoudiennes sont réduites en cendres par les missiles iraniens, pendant que les terminaux qataris partent en fumée, pendant que les gazoducs ukrainiens ont été pulvérisés par la guerre, l'Algérie, elle n'a essuyé aucune frappe sur ses sites gaziers. Pourquoi cette immunité? Parce qu'elle n'est l'otage d'aucune alliance, parce qu'aucune base militaire étrangère ne campe sur son territoire, parce qu'elle n'a pris parti dans aucun camp du conflit Iran-États-Unis. Sa neutralité armée, son non-alignement absolu, ce n'est pas une pose morale ou une coquetterie diplomatique, c'est un bouclier physique pour ses infrastructures. Et tu as saisi la conséquence naturelle de tout ça. Quand le monde s'écroule autour de toi, tu deviens précieux par défaut. Pas parce que tu as fait quelque chose en plus, mais précisément parce que tu as fait quelque chose en moins. Tu n'es pas dans la guerre, tu n'es pas dans l'alliance, tu n'es pas dans la dépendance. Tu es libre, tout simplement. Et dans la géopolitique de l'énergie, cette liberté-là vaut littéralement son pesant d'or. Passons maintenant aux chiffres tangibles de cette ère nouvelle. Le docteur Bessa, économiste algérien de premier plan, a modélisé l'impact financier pour l'Algérie. D'après ses projections, si le baril de brut se stabilise autour de 70 $, et c'est l'hypothèse la plus basse, l'Algérie empoche 10 milliards de dollars de recettes d'exportation supplémentaires ainsi que 4,6 milliards de dollars de recettes budgétaires additionnelles. Or, en avril 2026, le baril a largement dépassé les 70 $. Il a grimpé jusqu'à 119,50 au plus fort de la crise. Il oscille actuellement entre 95 et 110 $. Sort ta calculette et mesure ce que cela représente pour les coffres algériens. Les flux de gaz algériens vers l'Europe ont déjà bondi de 22% au mois de janvier 2026, selon les données publiées par la Tribune, 22% en un seul mois. Et cette courbe continue de grimper. L'Italie a gonflé ses commandes, l'Espagne a paraphé son accord. La Grèce vient de réceptionner une cargaison de méthaniers algériens au terminal de Revithoussa, près d'Athènes. Le Portugal est à la table des négociations. Et même la France, malgré le gel diplomatique, continue de recevoir du gaz algérien, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'autre choix réaliste. À présent, je te lance une question et je veux vraiment lire ta réponse dans les commentaires. Selon toi, que devrait faire l'Algérie de cette manne financière qui va affluer dans ses caisses? Injecter cet argent dans les énergies renouvelables, muscler son industrie nationale, soutenir la diaspora. Revaloriser les salaires, bâtir des hôpitaux et des écoles, consolider son armée. Dis-moi ta priorité.
Parce que ce débat, c'est ton avenir qui se joue et c'est celui de tes enfants. Et puis, il y a un aspect qu'on ne peut absolument pas balayer d'un revers de main. Cette crise énergétique, elle ne va pas se dissiper en 6 mois comme un nuage d'été. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les sites les plus ravagés au Qatar et en Iran ne seront pas remis en état avant des années entières, plusieurs années. Et durant tout cet intervalle, l'Europe ne pourra tout simplement pas tourner le dos à l'Algérie. Cette fenêtre stratégique s'ouvre pour la toute première fois depuis 1962 et l'Algérie est en train de s'y engouffrer. Mais attends, et c'est ici que je veux être parfaitement franc avec toi, cette aubaine ne portera ses fruits sur le long terme que si l'Algérie l'exploite avec intelligence, que si elle canalise ses recettes pour métamorphoser son économie, pour la rendre plus variée, pour anticiper l'ère post-pétrole. Parce que d'ici 30 ou 40 ans, la planète aura basculé dans la décarbonation, le gaz aura perdu de son poids. Et si l'Algérie se contente de vivre sur ses rentes pendant cette période dorée sans rien bâtir à côté, elle reviendra mécaniquement à la case départ. En revanche, si elle injecte ses 10, 15, 20 milliards de revenus additionnels dans la construction de l'industrie de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme, de la formation, alors là, oui, elle aura gagné sur la durée. Voilà le véritable enjeu, il ne s'agit pas juste de vendre du gaz, il s'agit de convertir la rente en puissance pérenne. Et c'est précisément la ligne que Sonatrach s'efforce de tenir avec son plan d'investissement de 48 milliards de dollars avec le programme Solar 1000, qui vise 1000 mégawatts d'énergie solaire avec le développement de l'hydrogène vert dans l'immensité saharienne, avec la fabrication locale de panneaux solaires désormais gravés dans la loi de finances 2026. Tout cela, ce sont les briques de l'après-pétrole. Ce sont les signaux qui montrent que l'Algérie a retenu la leçon qu'elle refuse de devenir le Venezuela des années 2000, qu'elle ambitionne de s'imposer comme la Norvège du sud de la Méditerranée. Si cette analyse te touche, fais-la circuler. Partage cette vidéo avec ta famille, avec un camarade, avec la personne qui persiste à croire que l'Algérie s'enfonce économiquement. Pose devant elle les vrais chiffres, offre-lui le contexte complet et laisse-la bâtir son propre jugement. Parce que c'est toi qui fais grandir cette voix. Tu es la communauté qui maintient cette parole en vie. Et plus nous sommes nombreux, plus nous portons loin. Avant de te quitter, récapitulons ensemble ce que tu as emporté de cette vidéo. Premier point, la guerre Iran-Israël-États-Unis a provoqué la pire crise énergétique que nous ayons traversée depuis un demi-siècle. 11 millions de barils volatilisés chaque jour, 40 sites réduits à néant, le détroit d'Ormuz cadenassé. Deuxième point, l'Algérie s'impose comme la grande gagnante de ce séisme et ce n'est pas un coup de dé, c'est le fruit d'une stratégie au long cours, d'une neutralité armée, d'une diversification commerciale, d'un investissement opiniâtre. Troisième point, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal défilent à Alger dans un cortège inédit.